Bonjour, chers compatriotes. Je crois que plusieurs d'entre vous ont envoyé des messages pour savoir pourquoi on n'a pas fait le direct ces 3-4 derniers jours. Nous allons revenir au direct le temps qu'on fixe un certain nombre de choses. Déjà, je vous dis merci pour l'intérêt que vous accordez à ces vidéos, ces échanges que nous faisons entre moi et vous. Alors, tout ce que je peux vous demander, c'est, lorsque vous regardez nos vidéos, il faut vous abonner à notre chaîne, il faut partager des vidéos, il faut aimer ces vidéos. Si vous voulez nous voir continuer à faire les directs, à échanger avec vous, à exprimer notre point de vue sur des questions qui touchent aux besoins vitaux de notre pays, à la politique de notre pays, à ce qui est mieux à faire pour notre pays. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager des vidéos et d'aimer ces vidéos. Partagez avec vos amis, relancez-nous pour qu'on discute. Merci pour ceux qui envoient des messages, ceux qui tentent de discuter aussi bien sur Twitter, Facebook, et même sur Messenger, WhatsApp, sur des questions qui touchent notre pays. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. Je crois que si nous ne comprenons pas d'où nous venons, on ne sait pas où nous allons partir. On dit toujours, pour bien sauter, il faut savoir reculer. Reculer, ça veut dire regarder derrière soi, voyez ce qui a été fait, étudier de ses propres erreurs, les corriger, et puis pour avancer. Je veux parler d'un sujet qui nous préoccupe tous. Et ce sujet, c'est ce qui s'est passé dans notre pays, les raisons de la réussite ou de la victoire du président de la République. Les gens pensent que, et ça a été un débat, vous savez, les hommes politiques congolais, lorsqu'il y a déficit d'information ou d'arguments, on sombre dans tout ce qui est rumeur et création d'esprit, sans aucun fondement, aussi bien factuel que scientifique. Les raisons de la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Les amis qui nous connaissent, ou ceux qui nous ont fréquentés, ils savent, nous avons eu la chance d'être approchés, de travailler dans certains groupes de réflexion, certaines études, aussi bien ici aux États-Unis d'Amérique, en contact avec certains Américains, autour de la question de la RDC. Ici, je salue tous nos amis des Congo Freedom Alliance qui ont également travaillé dans cette optique-là. Lorsque le Congolais voit ce qui est arrivé, il pense que c'est un fait du hasard. Lorsque les Congolais voient la victoire de Félix Antoine Tshisekedi, ils voient les Américains venir, ils pensent que c'est un fait du hasard. Non, c'est un travail qui a été fait. Et ce travail a été fait par des Congolais, par certaines personnalités du monde politique à l'international qui avaient compris ce que nous avions compris avant tout le monde. Lorsque vous arrivez, vous avez la scène politique de notre pays est occupée pendant plusieurs années par des partis politiques importants. Vous avez d'une part le MPR, parti État, ce qu'aux élections, ça il faut le rappeler, parce que nous voulons faire un peu de l'histoire politique. Je ne suis pas politologue ou politicien
au sens congolais du terme. Mais lorsque vous observez les élections de 1960, après l'indépendance de notre pays, aucun parti politique n'avait gagné ces élections, n'avait pas eu la majorité des sièges au Parlement. Parce que ne l'oubliez pas, nous sommes un parti, nous sommes un pays qui a un régime parlementaire qui a été copié. Présidentialiste dans ce sens que vous avez le président de la République et le premier ministre. Au départ, ce régime a été calqué sur le modèle belge où le président de la République, qui est la reine ou le roi, vous savez, au départ, vous avez dans la classification du régime politique, vous avez le régime parlementaire. Et le parlementarisme pur se trouve en Grande-Bretagne, où vous avez la reine, où vous avez le gouvernement, et là c'est où le jeu politique se joue. Les partis politiques s'affrontent, il y a des élections, et le parti politique qui gagne, qui a la majorité au Parlement, c'est ce parti politique qui gouverne, qui donne le premier ministre et forme le gouvernement. Et s'il n'y a pas la majorité, les partis se mettent ensemble, créent des alliances pour gouverner ensemble. Et vous avez le régime présidentiel. Le régime présidentiel pur, c'est celui qu'on trouve aux États-Unis d'Amérique, où vous avez le président de la République qui est élu au suffrage universel. Il est le président de la République, il est le chef de l'État. Il n'y a pas de gouvernement au sens qu'on connaît dans nos pays, comme ce que je viens de dire en Grande-Bretagne. Vous avez ici le président de la République qui est le chef de l'exécutif et il a ce qu'on appelle le cabinet qui n'est constitué que des advisors, des gens qui l'assistent pour gérer le pays. C'est que qu'on appelle ici le secrétaire d'État. Vous en avez à la justice, à l'industrie et dans d'autres domaines. Ils jouent le rôle de ministre, mais ils n'ont pas une casquette politique comme si vous étiez dans le régime parlementaire. Et vient ensuite le régime présidentialiste. Vous avez à la fin donc du système monarchique en Europe occidentale, vous avez en Italie, la France et dans d'autres pays, vous avez le président de la République et vous avez le premier ministre. Donc, ce régime mélange en quelque sorte certains éléments du système parlementaire ou du régime parlementaire et certains du régime présidentiel. Conséquence, vous avez le chef de l'État. Une fois que le président de la République est élu, si son parti politique gagne également la majorité au Parlement, c'est-à-dire obtiennent la majorité des sièges, le président de la République et son parti politique fournissent à la République le gouvernement. Donc le président nomme le premier ministre de son choix, il peut être de son parti politique, ou un ami proche, ou des autres partis politiques qui l'ont soutenu, mais ils sont de la même famille politique, ils sont du même côté. Et ça arrive lorsque le président est élu au sein d'un parti politique, et ce même parti politique gagne également les élections législatives, domine le Parlement. Alors, le cas où le président est élu et son parti politique ne gagne pas les élections législatives, nous nous retrouvons
pratiquement dans le cas du régime parlementaire où vous avez le président de la République, le chef de l'État, qui n'est pas le chef de l'exécutif, qui n'a rien à voir avec le gouvernement parce que son parti politique n'a pas eu la majorité. Donc le président de la République ne peut pas se retrouver ou voir son parti politique se retrouver dans le gouvernement. Et ça sera le parti qui a gagné les élections législatives qui va former le gouvernement. Et le président de la République et son parti politique, parce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement, ils se retrouvent dans l'opposition. C'est ce qu'on appelle la coalition. Parce qu'ici, vous avez le président de la République qui est de notre parti politique, le premier ministre qui est le chef du gouvernement est de notre parti politique. Et parce que c'est le gouvernement qui gère au quotidien le pays, qui gère les affaires de la République, le président de la République va rester dans un rôle symbolique. Il est le symbole de la nation, il est le symbole de l'unité, et ainsi de suite, comme on en voit avec la reine d'Angleterre ou dans le régime parlementaire. Le président de la République règne, mais ne gouverne pas. Parce que ce qui gouverne, c'est le parti qui a gagné les élections législatives, parce que le gouvernement étant responsable devant le Parlement, on veut que ce parti qui a la majorité au Parlement puisse gagner et soutenir l'action du gouvernement. Et à ce moment-là, le Parlement est là pour accompagner, pour soutenir, parce qu'il s'agit de leur pouvoir, il s'agit de leur gouvernement. Alors, chez nous, cette ligne n'est pas du tout aussi claire qu'on le voit dans d'autres pays. Il peut se faire que le président de la République, qui n'a pas la majorité au Parlement, son parti politique n'a pas gagné, mais qu'autour de ce parti politique, parce que dans nos systèmes à nous, dans le régime, dans notre pays, nous devons savoir qu'il y a une histoire politique. C'est la fonction du président de la République. Nous sommes un pays qui a traversé plus de 30 ans dans un régime dit dictatorial, où nous avions eu un parti-État, c'est-à-dire le président de la République. Et le président de la République, il est le chef du parti. Il y a une sorte de confusion entre l'État et le parti. Le MPR, parti-État, faisait que tout membre, tous Zaïrois de l'époque étaient membres de MPR. Il n'y avait pas d'autres partis politiques. Il n'y avait que le MPR. Ce qui veut dire les dirigeants à tous les échelons de pouvoir, à tous les niveaux de pouvoir dans la société zaïroise de l'époque, étaient tous membres d'un seul parti politique. Ceci a renforcé le pouvoir du président de la République, qui était le maître absolu. Tout tournait autour de lui. Il pouvait se réveiller un matin, décider de qui va être le premier ministre. Il pouvait se réveiller un matin, de mettre le premier ministre sans que cela pose un problème. C'était sa vision. C'était lui qui était le symbole du pouvoir et de tout le pouvoir. Ces 30 ans de MPR, parti-État, ces 30 ans du régime Mobutu ont renforcé dans l'imaginaire collectif congolais le pouvoir du chef. Et je crois que Mobutu lui-même n'hésitait jamais de le dire. Lorsqu'on arrivait à lui poser des questions, lorsqu'il y a eu avec des opposants ou la création de l'IDPS, des bruits, des contestations, il cessait de dire, bah, écoutez, vous, en Afrique, nous ne connaissons pas ces histoires. Vous ne pouvez pas arriver dans un village,
Vous visitez un chef, on vous montre la maison du chef, et puis après, à côté, on vous montre une petite case quelque part, on vous dit, bon, ça c'est chez l'opposant. Donc, il y a eu le renforcement du pouvoir du chef, qui était en même temps un pouvoir non seulement politique, mais un pouvoir coutumier, un pouvoir divin. Donc, Mobutu était le chef de l'État, donc ce pouvoir moderne, ce pouvoir politique, mais il était également le chef des chefs coutumiers, de tous les chefs. Il y avait une notion de la divinité, du pouvoir divin dans ce que Mobutu faisait. Alors, ce que l'on vit avec sa tête de léopard, sa canne, c'est pas juste pour la mode, non. Il voyait ce pouvoir dans cette vision des choses. Ce qui fait que dans toutes les réflexions politiques, dans ce qu'il y a eu comme rédaction de différentes constitutions, le chef occupe une place capitale. Il est le chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il est le magistrat suprême, il est le chef des armées. Ce qui fait que le président de la République, dans notre pays, a des pouvoirs constitutionnels propres, qui ne sont pas soumis au jeu politique. Et pour atténuer ce pouvoir, les législateurs créent des passerelles, c'est qu'on consacre une certaine collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Ceci, je le dis parce que j'entends souvent les gens dire « Écoutez, oui, on peut aller dans la coalition, sortir de la coalition pour aller dans la cohabitation. » Même dans la cohabitation, nous aurons de très sérieux problèmes parce que la constitution de notre pays, telle qu'elle a été réalisée, donne un certain nombre de pouvoirs au président de la République qui vont faire que le président de la République continuera à avoir une influence considérable dans la gestion du pays. Donc, il est impossible de concevoir un président qui règne mais ne gouverne pas, dans la mesure où la Constitution veut qu'il n'est pas le chef du gouvernement, il n'est pas responsable de la gestion du pays devant le Parlement, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est responsable de la gestion du pays devant le gouvernement, devant le Parlement plutôt. Mais on fait de lui le chef de l'exécutif. Il dirige le Conseil des ministres. Les politiques qui sont décidées sont sous son influence. C'est lui qui influe, qui oriente la vision du gouvernement. Donc, c'était une parenthèse pour expliquer ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, vous avez notre Constitution qui crée ce passerelle, qui donne ce pouvoir au président de la République. Et nous ne cessons de le dire à l'époque, parce que lorsque vous regardez notre Constitution et toute l'architecture légale de notre pays, tout a été fait en fonction de l'ancien président de la République. Ceux qui ont réfléchi, ceux qui ont révisé la Constitution
on donnait plus de pouvoir au président de la République, on aménageait des choses pour permettre à l'ancien président de la République d'être à l'aise et de gouverner le pays comme eux l'attendaient. Les raisons de la victoire. Je venais de le dire, le Zaïre de Mobutu, ce qui est une grande période, lorsque vous prenez aujourd'hui notre pays à 60 ans, depuis son accession à l'indépendance, je m'excuse, vous avez 30 ans, plus de 30 ans, que Mobutu a régné. Et vient un parti politique qui va ouvrir un débat de société, une question de vie publique. Ils sont partis de 13 parlementaires jusqu'à la création de l'UDPS, jusqu'à ce jour. Ce qui fait que dans la société congolaise, tous ceux qui désiraient au changement, tous ceux qui avaient une autre idée de gestion pour le pays, se retrouvaient à l'UDPS. Et dans la société zaïroise de l'époque, qui est devenue congolaise, il y a eu ce bipartisme de fait. Ceux qui soutenaient Marshal Mobutu étaient de MPR, et tous ceux qui étaient contre cette gestion du pays se retrouvaient à l'UDPS. Je sais qu'au sortir de 1960, il y a eu plusieurs partis politiques. Et lorsqu'on a institué le MPR, tous ces partis politiques avaient un peu disparu sur la scène politique du Zaïre de l'époque de la République démocratique du Congo, jusque dans les années 93-92, avec l'arrivée de la Conférence nationale souveraine. Il y a eu des partis qui étaient dans le léthargie, ceux qui étaient à l'extérieur, ceux qui étaient à un peu à un moment, ont connu leur passé dans ce parti politique, qui ont réveillé certains partis politiques, dont le MNC et tous les autres partis apparentés. Et dans l'UDPS, c'était un combat difficile, dans les conditions difficiles. Il faut saluer la mémoire de tous ces papas, ce grand frère, ce grand-parent qui se sont réveillés un jour pour dire non. Dire non à Mobutu, c'était impossible. C'est la mort assurée. Et beaucoup ont perdu la vie, beaucoup ont payé très cher. Et dans ce grand combat, il y a eu Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi qui a tenu beau jusqu'à la fin. Il y en a qui ont fait marche arrière pour rejoindre le MPR, mais il est resté fidèle dans cette vision, dans ces combats pour le changement, ces combats pour un état de droit, ces combats pour la démocratie. Et il a forgé sa propre personnalité. Il a forgé tout un mythe autour de sa personne. Juste les noms qu'on lui attribuait avaient une signification de cette dimension
presque divine de ce grand combat qu'il a mené. Jusqu'à faire que, quand on parle de l'IDPS, c'est la personne de Tshisekedi. Il est devenu les combats, les symboles, l'image de ces grands partis. Et tous les jeunes, pour tous ces gens qui sont nés après les indépendances ou les années 80, prenons 80 des années 1980 ou 70, qui sont aujourd'hui des papas, tout ça, ils n'ont connu que l'IDPS et Tshisekedi comme opposant. Quelqu'un qui se battait pour le changement. On peut tout dire, mais dans l'imaginaire collectif congolais, lorsqu'on parle changement, immédiatement, c'est la personne de Tshisekedi qu'on pense. Et c'est à l'IDPS qu'on pense. Et beaucoup d'autres leaders au sein de l'IDPS, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui ont été à côté de lui, ont bénéficié de son image, ont bénéficié de son éclat, de ce rayon qui sortait de lui. C'est comme quand vous allumez une lampe, l'ampoule, plus vous êtes autour de cette lumière, les gens peuvent vous voir et vous distinguer. Plus vous vous éloignez de cette lumière, plus personne ne vous verra. Plusieurs leaders, plusieurs personnalités politiques étaient ce qu'ils étaient parce qu'ils étaient autour de Etienne Tshisekedi. Ils bénéficiaient donc de la lumière, de l'aura de cette personnalité importante de l'histoire politique de notre pays. Les exemples sont légion. Et dernièrement, je discutais avec un gens qui étaient là, j'ai dit, bah, écoute, l'IDPS appartient, l'image de ce parti politique, quand on parle de l'IDPS, on voit Etienne Tshisekedi. Et avec tous les désordres qui ont été créés par l'ancien régime, effectivement, il y a eu l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS, c'est l'IDPS Tshisekedi. Il y a tant d'autres l'IDPS. Plusieurs autres personnes qui sont parties de l'IDPS ont décidé de créer de l'IDPS. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est à qui je disais, écoute, à la position que la vôtre aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer les choses. Ce parti appartient de manière intrinsèque lorsque, dans l'imaginaire collectif des Congolais, lorsqu'on parle de l'IDPS, on voit Etienne Tshisekedi. Et tous ceux qui ont tenté soit de combattre Tshisekedi ou qui se sont éloignés de Tshisekedi, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. Ils n'ont pas amené l'IDPS avec eux. Et je ne veux pas citer les noms des individus ici, mais tous ceux qui sont comme moi, au sein de notre grand parti politique, ils savent qu'il y a eu plusieurs vagues de départ. Et toutes ces personnes qui, à un certain moment, ont été au four au moulin, avaient une certaine notoriété publique, il y
y avait deux masses qui couraient derrière eux. Mais une fois qu'ils se sont séparés, ils ont quitté l'UDPS, ils sont nulle part. Et je disais, vous n'avez pas cette capacité. Parce que dans les têtes des Congolais, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire l'UDPS renvoie à l'image de Etienne Tshisekedi. Il est le mascotte, il est le symbole, il est l'image de ce grand parti politique. Donc, première raison, lorsque Etienne Tshisekedi, de triste mémoire, dont nous saluons, nous continuerons à saluer son combat pour la démocratie, pour le changement dans notre pays, est parti, c'était le chaos. Beaucoup d'amis le savent, tous ceux qui ont travaillé, qui ont été à l'UDPS, qui ont fait quelque chose pour ce grand parti politique, la mort de Etienne Tshisekedi, c'était une catastrophe. Mais qui devait prendre la place d'Etienne Tshisekedi? Moi, tout comme certains amis, pour ceux qui nous suivent régulièrement sur Facebook, ailleurs, nous avons dit la personne la mieux indiquée, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et ici, je le rappelle, et il doit le savoir, que s'il est là où il est aujourd'hui, ce n'est pas parce que il était plus spécial qu'il a... Je sais que le débat avait été engagé sur les études, sur ceci, sur cela. Non. Il y a une seule chose. Parce que lui-même est conscient de cela. Première chose, il est le fils d'Etienne Tshisekedi. Donc, il a bénéficié de la sympathie, de l'adhésion populaire. Les gens ont vu en lui le père. Ça veut dire le respect, l'adhésion à sa personne n'a pas posé de problème. Parce qu'il est le fils d'Etienne Tshisekedi, ne fils que par respect pour Mukish qui est parti, on s'est dit, ça doit être lui. Et c'est pour dire à ceux qui ont combattu, ceux qui ont fêté, qui ont bu de champagne lorsqu'on a annoncé la mort d'Etienne Tshisekedi, que c'était là une revanche sur l'histoire. Et vous avez de même image à travers le monde. Cela n'a rien à voir seulement avec Félix Antoine Tshisekedi. Dans tous les pays à travers le monde, de grands leaders politiques ont vu, après leur départ, leur mort, leurs enfants bénéficier de la même sympathie, de la même adhésion. Non pas parce qu'ils étaient eux-mêmes plus compétents que les autres, pas parce qu'ils représentaient cette image de leur père. Vous avez des exemples importants à travers le monde. Je peux parler ici aux États-Unis d'Amérique, vous avez les Bush père et les Bush fils. Vous avez les Clinton et Hillary.
vous avez aujourd'hui les Obama. Il y a eu déjà des débats autour probable candidature de Michel dans l'avenir. Mais aujourd'hui, vous avez John Biden. Non seulement il n'est pas de la famille, mais parce qu'il était plus proche de Obama, il a travaillé avec Obama, il a été dans le projecteur, dans la lumière autour de Obama, et qu'aujourd'hui, la plupart des gens à sa personne renvoient à cette image d'Obama, à ce tableau-là. En Inde, vous avez la famille Gandhi et vous avez des choses comme ça à travers le monde. Parce que le fils d'Étienne Tshisekedi Wambulumba, Antoine Félix Tshisekedi, a bénéficié de cette adhésion, de cette sympathie de la population congolaise. Mais il n'y a pas que ça. L'adhésion n'est pas un fait purement, si au-delà du fait psychologique, sentimental, mais c'est aussi une adhésion de raison. Félix Antoine Tshisekedi est de l'UDPS. Ceux qui l'ont connu savent qu'il a commencé comme tout le monde, avec une cellule de base où il était comme militant et il a monté les échelons dans la fédération jusqu'à occuper certains postes. C'est-à-dire, il a été aux côtés du père, il a travaillé au sein du parti, ce n'est pas un inconnu. Je rappelle ici qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas le fils qu'Antoine Félix Tshisekedi. Il y a ce grand frère, il y a beaucoup d'autres personnes, membres de famille qui étaient là. Mais lui avait fait ce choix de suivre son père sur le plan politique et de se battre à ses côtés pendant les moments les plus difficiles. Peut-être les gens le découvrent aujourd'hui ou quelque temps avec les négociations, tout ça. Mais déjà, il était là au parti, il a occupé des fonctions au sein du parti, il a fait le tour du monde pour diriger la diplomatie du parti. Il a fait ses preuves de dirigeant et de combattant. Les exemples sont là. Et c'était un homme qui bénéficiait aussi bien de cette sympathie, comme je viens de le dire, mais qui avait également fait ses preuves. J'étais dans certaines discussions avec des gens, bon, vous savez, il faut faire des élections. La majorité ne voulait plus des élections parce que tout le monde avait peur de ce que Kabila était capable de faire. Nous avons connu les élections de 2006, de 2011. Et là, les gens avaient peur. Et nous nous retrouvions parfois dans certaines réunions. Les gens, le discours qui était là, c'est comment faire pour bloquer qu'il n'y ait pas les élections. Et les gens ont parlé de la transition sans Joseph Kabila. Personnellement, je trouvais que c'était quelque chose d'impossible. Pour la simple raison que derrière Joseph Kabila, vous avez des Congolais, vous avez des partis politiques. Alors, il était difficile de concevoir une solution en dehors de Joseph Kabila. Tous ceux qui disaient non, il faut une transition sans Kabila, une transition sans ceci, cela, c'était, pratiquement de le dire, c'était vraiment idiot de leur part. Comment vous allez le faire? Il est le président de la République. Et dans les contextes, comme je viens de le dire, de notre constitution, il est le symbole, il est l'image, il est le garant, le bon fonctionnement des institutions.
il est là. Et tout autour de lui, vous avez également des milliers de Congolais qui croient en Joseph Kabila. Alors, la seule solution, c'était d'aller aux élections. Et nous avions dit, la seule façon et la seule manière de résoudre le problème du Congo, c'est d'avoir une force politique capable d'être une réponse à la famille politique de Joseph Kabila. D'où l'idée de l'unité de l'opposition. Plusieurs tentatives ont eu lieu. Les gens se rappelleront du mouvement citoyen. Nous ferons probablement une vidéo sur ces mouvements citoyens. Et ceux qui avaient de politiciens ont été tous invités. Ils se sont retrouvés à l'île de Gorée, au Sénégal, pour discuter de cette idée. Et les gens doivent savoir que cette idée n'est pas sortie du néant. Et ceux qui savent, ils connaissent très bien que des réflexions ont été menées ici aux États-Unis d'Amérique. Et c'était ça la solution, parce qu'à un certain moment, les Américains, les gens vous disaient, bon écoutez, on ne veut pas intervenir, nous voulons que les Congolais eux-mêmes nous donnent la solution. Qu'est-ce que vous proposez? Et la plupart de Congolais ou de leaders d'opinion ici en Occident, dans la diaspora congolaise, vous avez ces deux thèses. La première thèse, c'est transition sans Kabila, qui a été soutenue, défendue par Rwanda, par ECO et d'autres structures. Nous autres, nous étions de ceux qui disaient non, c'est impossible d'envisager une solution qui mettait Kabila à côté. C'était difficile dans le contexte qui était le nôtre. On l'a vu avec les élections de 2011. On a crié fraude, tricherie, ainsi de suite. C'était palpable, c'était visible. Mais Joseph Kabila s'est imposé. Il est allé prêter serment au Kantchachi, encerclé par des militaires, tout ça, dans un groupe. C'était déjà le symbole de ce que ce pouvoir-là représentait. C'était un pouvoir militaire. Même si on nous a dit qu'il a renoncé, il n'est plus militaire et tout ça, il est devenu civil. Mais les élections et la prestation de serment en 2011 a démenti. Alors, le pouvoir de Kabila, ce n'était pas un pouvoir civil, ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Les élections ont été juste une couverture sur la volonté réelle de Joseph Kabila de diriger le pays. Comme il avait à l'époque encore des soutiens à la Belgique, Louis Michel et tout ce monde-là, l'Union européenne, je rappelle que par 2 fois, lorsqu'il y avait des élections, les Européens envoyaient des troupes pour sécuriser l'opération, sécuriser les élections et permettre à Joseph Kabila de continuer à gérer le pays. Donc il était difficile, dans ces conditions-là, d'envisager une transition sans Kabila. Et il n'y avait aucun pays, alors aucun pays qui était capable de dire « Ok, je suis d'accord avec vous, nous montons une opération, on va aller, on va l'arrêter, et même si vous l'arrêtez, tous ceux qui sont avec lui, tous ces militaires, tous ces Congolais qui vivent, qui respirent, qui mangent, qui sont ceux qui sont devenus grâce à Kabila, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Donc c'était une solution impossible. Ça allait plonger le pays dans le chaos. Alors nous avons suggéré, nous autres, d'exercer des pressions.
de pousser le pouvoir à Kinshasa d'organiser les élections. Et parce que le résultat de 2011 ont montré que ce pouvoir pouvait perdre, le plus grand problème maintenant était de savoir comment garantir qu'on ne vive pas ce qu'on a vécu en 2011, cet ordre électoral. C'est comme ça que les pressions ont commencé. Mais on ne pouvait pas arriver à ces résultats avec une classe politique divisée, avec des politiciens qui n'arrivaient plus à se mettre d'accord, qui ne parlaient pas un même langage. Chacun réfléchit, travaille, se projette en tenant compte de ses propres intérêts, les intérêts personnels, les intérêts de son groupe ou de son parti. Ça veut dire que la seule solution, c'est d'arriver à mettre tout le monde ensemble, créer une sorte de pacte national, un bloc national, parler de même langage, ayant un seul leader. C'est la seule façon de battre Kabila. Parce que stratégiquement, si Kabila a tenu à faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il jouait sur la faiblesse de cette classe politique, qui était tout le temps divisée. Il pouvait débaucher Y, X, ça fragilisait l'opposition. Et ça lui permettait, lui, de continuer à conserver le pouvoir. Il l'a fait depuis 2006 jusqu'à la veille des élections de 2019. Ces politiciens ont été amenés à l'île de Gorée. On leur a expliqué la situation. Vous voulez que les choses changent? Vous voulez qu'on vous soutienne? Mettez-vous d'accord. Parlez le même langage. Oubliez vos intérêts personnels. Ayez l'idée du Congo et du Congolais en point trait. Réussissons tout d'abord à changer les choses et les débats, nous pourrons le faire entre nous le moment venu. Mais le plus important, c'est d'avoir une sorte de cohésion, un bloc contre Joseph Kabila. C'est un discours qui a payé. Tout le monde était d'accord. Ils ont compris la nécessité. Ok. Vous connaissez l'histoire. Il y a une structure qui a été créée. 2 jours juste après l'île de Gorée, les gens se sont retrouvés en Belgique. Et à partir de Belgique, on était revenu à la case du départ. Les Congolais, comme à l'habitude, dans une projection habituelle, connue de partage de pouvoir équilibré, tout ça, les gens se disent, mais ok, lorsque nous irons là-bas, bon, moi je vais être où, comment? Les gens commencent à créer leur plateforme, leur structure pour se mettre dans une position pouvant leur permettre de négocier et si jamais il y a des négociations, de trouver leur part. Et cette histoire n'a pas marché, ça n'a pas tenu. C'est moins d'une semaine que tous ces politiciens, le premier a commencé, si j'ai bonne mémoire, je crois que ça doit être Lucien Boussa et les autres qui ont fait leur truc avec les Denis Sanga et les autres. C'était parti. On ne s'est pas arrêté là. On a dit, bon, ok, après l'échec de l'île de Gorée, qui était parti d'une initiative où on avait mis en avant les structures de la société civile ou de mouvements citoyens. Ce sont des jeunes, ils sont encore là, ils connaissent l'histoire, ils connaissent ce que je viens de dire, parce qu'ils ont participé, ils ont joué un rôle important dans cette démarche. Après cet échec,
je ne les cache pas, on est revenu en charge. Et cette fois-ci, on s'est dit, bah, qui est capable de faire encore ce travail? Parce que là, on venait de faire un exploit, de réunir tous les politiciens, de discuter des questions. Le résultat est là. Donc, il fallait penser à quelqu'un qui peut jouer ce rôle de ciment, de fédérateur. Une fois de plus, là, c'est Étienne Tshisekedi qui revient sur la scène. On va lui dire, dans notre pays, il n'y a pas un seul politicien qui peut lever son petit doigt et dire qu'il est l'égal d'Étienne Tshisekedi. En termes d'aura, en termes de personnalité, en termes de poids politique. Et c'était son dernier combat. Vous êtes au courant de ça. Étienne Tshisekedi a lancé des invitations, tout ça. Les politiciens sont arrivés. Il y a eu Genval. Genval et l'histoire est connue. Et lorsque nous en sommes là, vous avez des raisons importantes qui est à la base de victoire. Vous avez le capital sympathie et vous avez l'histoire personnelle du président de la République par rapport à la lutte de l'IDPS, par rapport au combat de changement. Nous sommes de ceux qui avons dit avec Félix Tshisekedi, on va gagner les élections. Et Dieu merci, on a gagné les élections. Donc, ceux qui disent, j'ai entendu des histoires depuis un certain temps, non, voilà, c'est un... on lui a donné le pouvoir, c'était un arrangement, c'est faux et archi faux, vous devez le savoir. C'est dans ces contextes spéciaux de la vie politique de notre pays que tout homme politique sérieux, tout observateur politique sérieux de l'histoire de notre pays savait que Kabila allait perdre les élections. Ce que j'ai dit ici, Moïse Katumbi, tout ce monde qui sont retrouvés à Genève, Vital Kamerhe, tout le monde savait que c'était l'occasion. Et là, le choix devait être le choix de celui qui est capable d'obtenir non seulement l'adhésion de la population, mais également de la communauté internationale. Je vais revenir peut-être dans une autre vidéo pour parler du rôle réel que les États-Unis ont joué, mais vous devez déjà savoir que c'était possible de battre Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi était la personne la mieux placée pour battre Joseph Kabila. Et c'était ça le choix. Nous devons faire le choix d'une personne qui peut porter l'opinion nationale, qui est capable de battre Joseph Kabila. Et cette personne était là. Les gens ont dit, bon, écoute, si c'était Fayoulou, tout ça, est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans la même situation? Je dis possible. Mais c'était difficile avec lui. Parce que déjà, il y a ce problème-là d'ancrage dans la société. Lorsque vous observez très bien les idées de parti de notre frère Fayoulou, vous verrez que ce parti n'était connu peut-être qu'à Danou, ou je ne sais pas moi, à Kinshasa.
dans certains quartiers. Les idées n'étaient pas connues à Lemba. Vous arrivez dans certains coins de la République, n'est pas connu. Fayoulou lui-même, pour être élu, je le rappelle bien, en 2011, d'ailleurs, pour être élu, la plupart des personnalités politiques de l'opposition, certains ont bénéficié de même aura, de la même sympathie que Félix a bénéficié en battant campagne comme étant proche de Etienne Tshisekedi. Vous avez plusieurs structures qui ont été mises en place, Dynamique, Tshisekedi président, Petite Patata. Vous avez toutes ces structures qui ont porté l'image de Tshisekedi et ces personnalités ont été élues, pas parce qu'elles-mêmes étaient capables de se faire élire, mais parce que ils avaient porté les images et la photo de Etienne Tshisekedi. Donc, Tshisekedi a été élu. Même si on refaisait les élections de manière qu'on pouvait imaginer, transparente, parce que les gens disent non, il y a eu pourquoi. Tshisekedi allait toujours battre Joseph Kabila ou le candidat de Joseph Kabila. Parce que, ne l'oubliez pas, Kabila n'était pas en course. Dans son propre famille politique, il y avait des problèmes par rapport aux candidats. Et c'est ici l'occasion de le rappeler. Vous avez souvent de personnalités dans chaque parti politique, dans chaque famille politique. Il faut savoir préparer. Kabila, sachant qu'il n'était pas candidat, parce que son problème c'était de continuer à être candidat. Et même au sein de sa propre famille politique, les stratèges du parti n'avaient fonctionné qu'en sa propre candidature. Et pourtant, il devait travailler. Si nous pouvons réussir à faire passer la candidature de Joseph Kabila, tant mieux. Mais si cette candidature de Joseph Kabila ne passe pas, quelle est la personne qu'on pouvait présenter? Et depuis 2011, jusqu'à on pouvait travailler sur ce candidat. Et moi, personnellement, j'avais vu, probablement, Matata Ponyo, le premier ministre qui était là, on aurait également lui donné de l'espace d'expression, lui forger l'image présidentialiste, le présenter, le mettre devant de la scène. Non, je crois que c'était une grosse erreur de la part du PPRD ou de la majorité présidentielle de l'époque qui n'ont pas su préparer, qui n'ont pas su travailler sur un autre candidat que le candidat Joseph Kabila. Parce que pour eux, c'était Joseph Kabila ou rien. Et ils devaient être conscients que si Joseph Kabila n'est pas candidat, ça va être difficile de faire poids devant la candidature, par exemple, de Félix Tshisekedi. Donc, ceux qui disent, ceux qui ont développé un certain nombre de théories, genre, écoutez, on a dit, il y a eu des arrangements, on a dit que c'est elle qui était sortie, c'est faux et archi faux. Je crois que les gens se sont abandonnés dans une posture politicienne pour expliquer un certain nombre de choses qui les échappaient. Et on a trouvé des formules que vous connaissez tous. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité des faits, telle que je vais l'évoquer. Félix est là. Et ici, l'occasion de le rappeler aux uns aux autres. Je venais de le dire qu'il y a capital sympathie, l'adhésion, son propre combat. Mais il y a également un élément important, c'est la personnalité de Félix Antoine Tshisekedi lui-même.
pour tous ceux qui l'ont approché, qui ont été avec lui, ils savent que c'est un homme simple, un homme très ouvert. Il n'est pas dans une bulle. Ça a beaucoup joué. Un homme, vous pouvez accéder facilement chez lui, à sa personne, dans son entourage, discuter, échanger avec lui. Il ne vous donne pas l'impression d'être le plus grand de tous. Parce que vous savez, vous avez des hommes politiques dans notre pays, ou les gens qui ils sont sur le piédestal. Pour les accéder, il faut toute une sorte de gymnastique, de gens difficiles. Ils sont tout et sauf rien. Et vous avez du mal, ne fût-ce qu'à obtenir la parole de ce genre de personnes. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Avec lui, vous pouvez discuter comme si vous étiez des amis. Il est ouvert. Il est sympa. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Ça, c'est connu. Avant même qu'il soit président de la République. Tous ceux qui y ont déjà été avec lui ou discuté, échangé avec lui, ils le savent. Donc, c'est capital. Sympathie, ouverture, un homme moderne, simple, joue en sa faveur. Maintenant, c'est le travail qui doit être fait. Je crois que ceux qui doutent ou ceux qui pensent que ça ne marchera pas, ils se trompent. Ils se trompent parce qu'aujourd'hui, notre pays a la chance d'avoir à la tête du pays un homme volontariste. Quelqu'un qui connaît la situation de notre pays. Vous n'avez pas affaire à un individu parce que vous avez sur place à Kinshasa des gens qui vivent à Kinshasa, qui ont vécu à Kinshasa, mais qui sont coupés totalement de la réalité de notre pays. Ce que je viens de dire, des gens qui vivent dans des tours d'ivoire, ils sont là, mais c'est impossible même de les approcher. Même lui dire bonjour, c'est difficile. Donc ces gens sont coupés totalement de la réalité. C'est pendant les élections que les gens deviennent gentils, ils viennent dans des quartiers, ils discutent avec des gens. Mais en dehors de ça, c'est fini. C'est le cas maintenant. Ce ministre, ce PDG d'entreprise, ce chef, vous ne le verrez pas. Ils sont dans leur Jeep climatisé, ils descendent de leur Jeep, ils sont dans des bureaux. Après le bureau, il est dans le Jeep, il rentre chez lui à la maison. Bon, vous avez des gardes partout. Personne ne les approche et vous ne le verrez jamais. Même au dé du quartier. C'est impossible. Mais ces gens, ils ne connaissent rien du Congo. Parce que tout autour d'eux, ils n'ont que de courtisans, de gens qui viennent pour gagner quelque chose. Et ces personnes-là, ils sont incapables même d'échanger avec le chef. Parce qu'ils sont même, le chef lui-même est incapable de créer ce genre de débat avec son entourage, avec les gens qui l'entourent. Donc, il y a des raisons de croire. Et de par cette petite histoire des conditions dans lesquelles Étienne Tshisekedi est parti, Félix est arrivé,
depuis son élection montre qu'il y a une volonté de la part des Congolais de changer, d'aller de l'avant. Et nous croyons à ce changement. Nous croyons à la réussite. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, mais depuis qu'il est là, tout ça. Je crois que c'est de la mauvaise foi, tout simplement. La mauvaise foi, tout simplement. Lorsque vous prenez ces 1 année et demie de pouvoir de Félix Tshisekedi, vous verrez que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de réalisations. Peut-être lui-même, dans sa nature, il n'est pas du genre à fanfaronner. Mais je crois que c'est le travail de tous ceux qui l'entourent de pouvoir mettre en avant toutes ces réactions. Non pas pour faire le dialogue comme j'attends toujours, non, c'est le dialogue, c'est ça, non. C'est juste pour montrer ce que nous sommes en train de dire. La volonté de changer, la volonté d'aller de l'avant, de porter ce Congo à un autre niveau. Cette volonté y est. Et le travail est en train d'être fait. Pour un pays qui a connu 60 ans de mégestion, 60 ans de gâchis, ce n'est pas à 1 année et demie que vous pouvez déjà voir que tout va bien. Non. J'attends les gens dire oui, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous, on va manger ceci, on va manger cela? Oui. Je sais que la responsabilité d'un homme politique, c'est de résoudre le problème quotidien. De permettre à la population de vivre. De vivre de ce monde. Qu'est-ce qu'un Congolais moyen cherche aujourd'hui? Tout Congolais cherche aujourd'hui de manger. Lorsqu'il est malade, d'être soigné. D'envoyer ses enfants à l'école. De vivre dignement comme un être humain. C'est tout ce qui importe le Congolais. Et ça vaut pour tout le monde, dans tous les pays. Les gens veulent juste vivre. Il y a des gens qui n'ont pas des ambitions à devenir milliardaires, à devenir X ou Y. Non, ils veulent seulement que chaque jour, la vie quotidienne, chaque jour, qu'ils vivent décemment. Manger, dormir bien. Arriver à la maison, ouvrir son robinet, se laver sans problème. Manger sans problème. Allumer l'ampoule pour éclairer sa maison. Regarder peut-être la télévision. Ces gestes quotidiens de la vie. C'est ce qui importe. C'est ce que tous les Congolais attendent. Mais ça demande un travail. Il faut commencer quelque part. Et pour y arriver, il y a des choses qui doivent être faites. Parce que tout a été détruit. Parce que rien n'a été fait. Dire que rien n'a été fait, c'est pas aussi correct. C'est un peu malhonnête quand on dit rien n'a été fait. Non, il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, le travail qui doit être celui de tout le Congolais, du gouvernement congolais, du président de la République, c'est de réfléchir à mobiliser des moyens pour remettre ce pays sur le pied. Et ça, c'est en train d'être fait. Les gens critiquent, mais les gens ne se posent pas de questions sur ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, vous avez des structures qui sont en train d'être mises en place. Les gens parlent aujourd'hui de la justice, les mouvements dans l'armée, aussi au niveau de la justice.
vous avez des organismes, des institutions qui sont en train d'être mises en place. Toutes ces choses, c'est pour arriver à résoudre le problème. Ce grand problème, ce problème qui a plongé les pays, c'est la corruption, le détournement des deniers publics, le vol de l'État, de l'argent qui disparaissent. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont plus riches que l'État, des gens qui ont plus de moyens que l'État. Donc, vous voyez, vous trouvez des gens extrêmement riches et vous avez des millions et des millions de gens extrêmement pauvres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que le partage de richesses nationales doit être égal. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons arriver à ça. Quand un Congolais qui travaille, il gagne son salaire. Ce salaire qui lui permet de vivre et de vivre décemment. Dans d'autres pays, on ne devient pas riche parce que on fait la politique. Non. On devient riche parce que on fait des affaires, on est dans le business, on fait le commerce. Il faut qu'on arrive à ça, qu'on arrive à inculquer aux Congolais que la politique ne fait pas de riches. Si on vient en politique pour être riche, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est que le Congo ne sortira pas. Et nous, nous avons foi. Et nous croyons à ce changement et nous croyons à la capacité du président de la République d'amener le Congo là où nous voulons que le Congo se trouve. Nous allons revenir sur l'IDPS et ce que l'IDPS doit faire. Mais pour l'instant, nous en appelons seulement à tous les Congolais. Comme je le dis toujours, si le Congo gagne, c'est nous tous qui gagnons. Et si le Congo perd, c'est nous tous qui perdons. On peut être contre certaines choses, mais on ne doit pas être contre ce qui est en train d'être fait pour le Congo. Et au jour d'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train d'être faites pour que les choses changent. Il revient à tout un chacun de nous de soutenir, de se poser la question, oui, nous voulons que ça change. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Quelle est ma part de contribution dans ce Congo de demain? On doit agir. On ne doit pas rester seulement là, critiquer. Mais même lorsqu'on doit critiquer, on doit savoir proposer. Il n'y a pas que de propositions du genre, non, il faut un dialogue, comme ça on va... Nous connaissons ce que ça veut dire. Les Congolais, les politiciens congolais sont habitués à ça. Le dialogue veut dire partage de responsabilité. Mais on peut être là, produire des idées, discuter, les échanger. Je vois hier, ceux qui se disent dans l'opposition discutent, font des propositions concrètes. Vous avez de meilleures idées pour arriver à ça. Vous n'attendez pas le jour où vous serez au pouvoir pour que vous mettiez en place ces idées. C'est pourquoi il y a le Parlement qui existe. Il ne faut pas que ce Parlement se dilue carrément à un club d'amis, à l'appendice au PPRD. Soit comme un élément de stratégie politique pour le PPRD, de faire avancer ce qu'ils pensent pour leurs propres intérêts et les intérêts de leur groupe. Non. Il faut donner la possibilité aux Congolais
de s'exprimer. Donner la possibilité aux Congolais de produire, de mettre à l'avant leur génie, de produire des idées. Donner la possibilité aux Congolais d'agir. Ils peuvent agir dans le cadre des institutions, mais ils peuvent également agir par des initiatives privées. Et là, il faut que le pouvoir soit réceptif, soit capable d'absorber des critiques, d'absorber ce que les autres apportent comme idée, ce que les autres apportent comme solution dans telle ou telle autre question. Donc, chers amis, nous allons vous inviter à cette réflexion. Nous avons dit que ce cadre, nous allons nous exprimer, nous allons échanger, nous allons parler du Congo, de l'avenir du Congo et du Congo de demain. Je vous prie de partager la vidéo, d'inviter les amis à nous suivre. Si vous nous avez suivis, vous pouvez aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez nous voir continuer à discuter, à échanger avec vous, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, envoyez-nous vos observations et commentaires, aidez-nous à nous améliorer davantage et nous continuerons à parler, nous continuerons à venir vers vous pour discuter, pour vous exposer des idées, échanger avec vous. Comme je l'avais dit, vous avez suivi notre position, notre point de vue sur telle ou telle autre question. Vous pouvez répondre par écrit, comme vous pouvez faire également une vidéo que vous pouvez nous communiquer et nous prendrons le soin de le publier pour qu'il y ait cette contradiction qui va permettre de tirer quelque chose de meilleur de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous apportons comme débat et discussion. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et je vous aime et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.